これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Headbanger. Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehmann. À la lecture, Georges Claes. Et à la réalisation, François Connac. Give me some new shit. Give me some new shit. Give me some new shit. Mississippi putting À it quoi bon down. agir si tout est prévu à l'avance? Suffit-il pour être libre de croire que nous le sommes? Comment se fait-il qu'un fataliste ne manque pas de prudence? Pourquoi faire attention à soi quand on tient pour acquis que quoi qu'on fasse, tout est écrit? Voulez-vous ne pas répondre à ces questions? Lisez donc Jacques le Fataliste. People sing around. Now people gather round. Des questions, il y en a d'autres dans ce livre génial. Comment Diderot parvient-il à faire d'un dialogue sans cesse interrompu entre un maître et son valet le livre de chevet des ennemis de la Providence? Comment un matérialiste comme lui parvient-il à ménager la liberté? Bref, quelle est la valeur d'un discours que la réalité dément en permanence mais qu'on ne parvient pas à contredire? Soyez donc les bienvenus dans ce drôle d'anti-livre. Who's that bitch? Bonjour Raphaël. Bonjour Paola. En fait, c'est une question assez naïve que peut se poser le lecteur devant un roman. D'où viennent les personnages? Comment se sont-ils rencontrés? Et là, Diderot leur fait, le narrateur leur fait un joli pied de nez quand même. Ah ben il ne fait que ça d'ailleurs. On va commencer par entendre le texte justement, le début de Jacques le Fataliste, lu par Georges Claes. Écoutez. Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils? Que vous importe? D'où venaient-ils? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disaient-ils? Le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Le maître, c'est un grand mot que cela. Jacques, mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Le maître, et il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria « Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret !» Le maître « Pourquoi donner au diable son prochain? Cela n'est pas chrétien. » Jacques « C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hoche de la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy, de dépit, je m'enrôle, nous arrivons, la bataille se donne. Le maître, et tu reçois la balle à ton adresse. Jacques, vous l'avez deviné, un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux. Ce début contient une contradiction assez étonnante. C'est que le personnage qui s'appelle Jacques le Fataliste, mais ce début est tout sauf déterminé. Il est totalement libre. Tout le livre est comme ça, hein. De la même manière, ça marche un peu comme dans Candide, de façon tout à fait différente, selon des procédés tout à fait différents. Mais dans Candide, on a vu la semaine dernière que le discours de Leibniz, selon lequel ce monde était le meilleur des mondes possibles, indûment caricaturé par Voltaire en « tout est bien », le discours de Leibniz se voyait opposer la réalité du monde et les atrocités qu'il contient, sans jamais être pris en défaut. Or là, le discours de Jacques le Fataliste, c'est pas que tout est bien, c'est que tout est écrit. Bon. Et ce discours, de la même manière, ne peut pas être pris en défaut. De la même façon que les atrocités du monde ne permettent pas de contredire celui qui dit que ce monde est le meilleur des mondes possibles, parce qu'en fait, dire ça, c'est dire que le monde est aussi le pire. Hein. Bon, on va pas revenir sur Candide. Eh bien, de la même façon, celui qui dit que tout est écrit ne peut pas être contredit, démenti, par l'enchaînement totalement anarchique des faits, la série de hasards invraisemblables qui gouvernent une existence et qui fait que, en définitive, un individu a la vie la plus aléatoire qui soit. L'existence que l'on mène est toujours susceptible, rétroactivement, c'est ça évidemment, c'est là que le bas blesse, c'est que c'est après coup
qu'on dit que tout ça devait être comme ça a été. On peut toujours, à la fin de la vie, interpréter son existence en termes de providence. D'ailleurs, en général, ceux qui interprètent leur vie en termes de destin ou de providence sont les mêmes qui, dans le temps de la vie, pensent qu'ils sont l'origine de leurs actes. Celui qui dit toute sa vie « je fais ce que je veux » dira à la fin de sa vie « c'était mon destin ». Comme si les deux se tenaient. Or, les deux se tiennent. L'idée d'une providence providentielle, ça n'est que le libre arbitre d'un individu hypertrophié, exporté au monde entier. Donc c'est pas un hasard, si vous voulez, si la même personne qui considère qu'elle agit librement toute sa vie ou qu'elle est l'origine de ses actes toute sa vie, finit sa vie en disant « eh bien tout ça, c'était mon destin ». Mais tout ça pour vous dire que c'est rétroactivement qu'on peut considérer que tout est écrit. Et ce que fait Jacques le Fataliste, c'est qu'il a constamment le point de vue rétroactif sur les choses. Et il est écrit que les choses seront comme ça, ou il était écrit que les choses seraient comme ça. Et c'est d'ailleurs plus cette deuxième façon de faire qui lui sert, forcément, puisque un discours comme celui-là, qui est un discours rétroactif, prédit allègrement le passé. Ce qui est arrivé devait arriver. Donnez-moi tort, essayez si vous le pouvez. Vous n'y arriverez pas. Et pour cause, je n'y arriverai pas, puisque ça s'est déjà produit, libre donc à celui qui l'a subi de l'interpréter comme un signe de la providence. Mais dans ce livre, Jacques le Fataliste, j'ai parlé d'un anti-livre, c'est en un sens un anti-roman. Parce que c'est un roman dont l'auteur est fou. Et hallucine une sorte de dialogue avec son lecteur. Un peu à la façon dont on en avait déjà parlé, le neveu de Rameau. Bien sûr, ça se passe comme dans le neveu de Rameau si vous entendez, c'est une hypothèse qu'on peut soutenir, que le neveu de Rameau est une création de l'esprit du philosophe qui se fait à lui-même les objections qu'il ne peut pas se faire en tant que lui-même. Il a donc besoin de la médiation d'un autre, qu'il a produit, qui est le fruit de son imagination, qu'il rencontre au hasard, au palais royal, et qui lui fait les objections qu'il n'arrive pas à s'adresser à lui-même. C'est son moi le plus vindicatif ou le plus vitupérant. Je ne sais plus quelle est l'expression de Starobinski. Mais en ce sens-là, oui. Mais ici, le dialogue entre l'auteur et le lecteur est un dialogue où le lecteur ne parle pas, en définitive. L'auteur ne fait que prêter au lecteur des questions importunes que le lecteur est censé se poser à la lecture de ce livre. En d'autres termes, un lecteur classique de roman voit des personnages, se demande comment ils se sont rencontrés, d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils disent. Et l'auteur, systématiquement, lui répond alors, comment s'était-il rencontré? Par hasard comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Etc., etc. Alors, il y a plusieurs degrés d'interprétation de cette réponse. D'abord, il y a le fait, donc, effectivement, que l'auteur se défend face à un questionnement qu'il perçoit comme agressif. Il ne doit rien à son lecteur, il n'est pas là du tout pour flatter dans son lecteur le désir d'entendre de belles histoires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il rend ses personnages à l'incongruité de leur existence. On est par hasard dans un monde qui s'en fiche, où l'on meurt sans savoir pourquoi. Et nous sommes tout entiers faits de matière, en cela. Ce qui est paradoxal chez Diderot, parce qu'on est fait de matière et pourtant Diderot défend la liberté. Ça, c'est le cœur du paradoxe de Jacques le Fataliste. Là où il y a un point commun entre Jacques le Fataliste et le neveu de Rameau, c'est que de la même manière que le neveu de Rameau fait au personnage du philosophe, Monsieur Moi, neveu de Rameau, Monsieur Lui, fait à Monsieur Moi les objections que Monsieur Moi ne peut pas se faire en tant que lui-même. Ici, via Jacques le Fataliste, Diderot se fait à lui-même les objections qu'un matérialiste devrait se faire, en définitive. Tout est écrit, ou plus exactement, ce monde n'est que ce qu'il est. À cet égard, que faire de notre liberté? Comment être libre dans un univers où tout est déterminé? Or, c'est Diderot qui est matérialiste. Donc Diderot, de ce point de vue, porte à l'extrême, en un sens, les conséquences de sa propre théorie et se les oppose à lui-même. En même temps, Jacques, tout matérialiste qu'il est, n'en est pas moins providentialiste en expliquant que tout est écrit dans un grand rouleau. Mais là où il est matérialo-providentialiste, c'est que tout est écrit, mais pas pour le mieux. Tout est écrit. C'est comme ça. Dire c'est comme ça, c'est pas dire c'est ainsi. C'est pas la même chose. Dire c'est ainsi, c'est faire valoir, modalité leibnizienne au fond, qu'il y a une raison suffisante pour que les choses soient ce qu'elles sont et pas autrement. Et que cette raison suffisante est la bonté divine. C'est ainsi, ou ainsi soit-il. C'est encore pire, ça. Mais dire c'est comme ça est une phrase dont la dureté,
dont la sévérité, dont la rugosité, dont l'âpreté est paradoxalement compatible avec une définition tout à fait paradoxale et complexe de la liberté. Et il y a un autre point qu'il faut noter, une autre tension propre à ce livre qui apparaît dès ses premières lignes géniales. C'est le fait que Jacques et son maître ont en commun avec nous, au fond, de ne pas savoir d'où ils viennent, de s'être rencontrés par hasard. La situation est tragique. Ils savent pas où ils sont, ils savent pas où ils vont, ils savent même pas ce qu'ils se disent. C'est une situation tragique. Et pourtant, et c'est là la tension majeure de ce livre, c'est joyeux. C'est joyeux, c'est drôle, c'est gai, c'est Diderot. C'est joyeux, c'est charmant, c'est hilarant, c'est merveilleux. Il faut dire ça. Jacques le Fataliste, c'est merveilleux. Ça se lit avec régal. C'est un roman qui interrompt sans cesse son récit et dont les récits, même quand ils ne sont pas interrompus à l'intérieur même, sont constamment interrompu par des circonstances. Le récit de la dame à l'auberge est constamment interrompu par le bruit des clients. Et pourtant, ce récit chaotique et qui met en abîme son propre chaos, chaotique au carré, chaotique au cube, chaotique à l'infini, est un régal de lecture, est un bonheur de lecture. Et juste un point là-dessus, sur cette joie. Pour une fois, j'ai envie de citer Clément Rosset. Dans Loin de moi, à la toute fin de Loin de moi, Clément Rosset cite Martinus von Biberac. On en a déjà parlé. Martinus von Biberac, dont François Connac d'ailleurs m'a appris que ça n'était pas un personnage imaginaire, mais un personnage réel. J'ai toujours cru que c'était un personnage imaginaire. Martinus von Biberac dit ceci: « Je viens je ne sais d'où, je suis je ne sais qui, je meurs je ne sais quand, je vais je ne sais où, je m'étonne d'être aussi joyeux. » Et il y a de quoi s'étonner en effet. Il y a de quoi s'étonner jusqu'au jour où on comprend que être joyeux, c'est être fou de joie parce que la joie est folle, parce qu'il n'y a rien de joyeux dans le fait de ne pas savoir où on est, de ne pas savoir d'où on vient, de ne pas savoir où on va. Et pourtant, il n'y a pas de joie possible quand on a, ou quand on croit qu'on a la réponse à ces questions. Et c'est le grand paradoxe de l'humanité, de se chercher des réponses qui la désespéreraient si elle les obtenait. Acceptons de ne pas savoir. C'est là, si vous voulez, que la philosophie a quand même un coup d'avance sur toute autre forme de discipline ou de rapport au monde. La philosophie, si en philosophie les questions sont plus essentielles que les réponses, c'est pas parce qu'il y a une vérité ultime. Si en philosophie les questions sont plus essentielles que les réponses, c'est parce que toute ignorance est un gain de savoir, justement. Toute ignorance est une connaissance en plus. Syllogism number one. Since this is the only possible world, it follows... Oh, I mean, that this is the best of all possible worlds. Correct. There we go. Since this is the best of all possible worlds, it follows... that everything that happens in this world is for the best. Correct. De la même façon que Candide parodie se moque de Leibniz, est-ce qu'on peut avancer l'idée que Diderot se moquerait de Spinoza en alléguant tout le temps, de façon totalement comique, le grand rouleau ou la chaînette? Le rapport entre Diderot et Spinoza est très étonnant. La liste serait trop longue ici à dresser des points communs entre Diderot et Spinoza. Le lien entre la nécessité qu'ont les choses d'être ce qu'elles sont et la joie, le fait que notre liberté se trouve fermente, ou plus exactement s'épanouit paradoxalement au sein d'un monde qui, n'étant que lui-même, ne peut être que ce qu'il est. Ces points communs se déclinent de 1000 manières entre Diderot et Spinoza. Diderot pratique Spinoza peut-être plus qu'il ne le pense lui-même. Vous avez raison de penser que Diderot se moque de Spinoza. Dans ce texte, ou plus exactement, il se moque d'un Spinoza de bazar, d'un Spinoza qu'on aurait réduit à une sorte d'idolâtrie de la nécessité. Spinoza, c'est le philosophe qui explique que les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont.
Et du coup, on dit, eh bien voilà, pour Spinoza, on n'a pas le choix. Alors c'est vrai que pour Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre. C'est vrai que pour Spinoza, on ne choisit pas. Mais on ne choisit pas, non pas parce que les choses sont ce qu'elles sont, mais on ne choisit pas parce que choisir, c'est toujours avoir des raisons de choisir. Et pour Spinoza, le monde entier est une concaténation de causes et d'effets. Et par conséquent, quand on croit choisir, on ne choisit pas. Et pour Spinoza, c'est un gain de liberté que de découvrir qu'on n'est pas l'origine de nos choix et l'origine de nos actes. Donc, c'est intéressant, il y a un passage à la fin de Jacques le Fataliste où Jacques dit quelle que soit la somme des éléments dont je suis composé, je suis un. Or, une cause n'a qu'un effet. J'ai toujours été une cause une. Je n'ai donc jamais eu qu'un effet à produire. Ma durée n'est donc qu'une suite d'effets nécessaires. C'est ainsi que Jacques raisonnait, d'après son capitaine. La distinction d'un monde physique et d'un monde moral lui semblait vide de sens. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes ses opinions, qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza, qu'il savait par cœur. Mais c'est le téléphone arabe, cette affaire-là. Parce que c'est le capitaine qui a lu Spinoza et qui transmet un compendium de Spinoza, un digest de Spinoza à Jacques, lequel du coup prend Spinoza pour un partisan du grand rouleau. Mais Spinoza n'est pas du tout un partisan du grand rouleau. L'idée que tout est écrit n'est spinoziste que si l'on entend que tout est écrit au sens où tout s'écrit à mesure que la nécessité qui nous anime nous porte à dire ce que nous disons. Nous sommes les interprètes d'un texte qui n'est pas écrit à l'avance, mais qui s'écrit à mesure qu'on le dit. Ça, c'est Spinoza, à la limite. Mais dans le Spinoza de troisième main, qui est celui de Jacques, ou de deuxième main, qui est celui de Jacques, c'est-à-dire le Spinoza du capitaine qu'il a ensuite mis à sa sauce, nécessitaro-providentialiste, si vous voulez, est un Spinoza, pour le coup, qui n'est pas spinoziste, qui n'est pas Spinoza. Par exemple, Spinoza n'est en rien le partisan de l'idée que, puisque tout est écrit, autant ne pas agir. Il y a un moment comme ça où des brigands capturent Jacques et son maître, je ne sais plus exactement comment ça se passe, et Jacques, avec un courage inouï, qui lui vient justement de son fatalisme, parce que de temps en temps, Jacques se conduit conformément à sa théorie. C'est-à-dire que, puisqu'il est fataliste, il se conduit comme si devait arriver ce qui doit arriver, et par conséquent, il prend des risques inouïs, et en général, ça lui sourit. Donc, parfois, il est fataliste. Parfois, il a le comportement d'un homme prudent ou d'un homme coléreux, que sa théorie a déserté, si vous voulez. Donc, c'est très intéressant, le caractère de Jacques, parce que c'est un caractère mobile, un peu comme le neveu de Rameau, justement. Et donc, les brigands s'emparent de Jacques et de son maître. Et Jacques, après avoir enfermé les brigands avec un courage inouï, le lendemain matin, alors qu'ils dorment dans la pièce à côté, se réveille tranquille, bâille ou corneille, prend son temps, un peu comme le Corse dans Astérix en Corse, vous savez, au Catarineta Bella Cicix, celui que les Gaulois viennent libérer du camp de Babaorum. Enfin, ils vont attaquer le camp de Babaorum parce que c'est l'anniversaire de leur chef, enfin je ne sais plus comment ça commence, c'est le début d'Astérix en Corse. Et ils découvrent qu'il y a un prisonnier, seulement les Romains sont très contents parce qu'ils leur ont montré après. Ça te fait casser la gueule, donc ils ne peuvent pas recommencer. Et les Romains, affolés par l'arrivée des Gaulois, voulant cacher l'otage, de peur de les énerver encore plus, libèrent l'otage. Lui dit, vas-y, va-t'en, tu es libre. Et le Corse lui répond, après la sieste. Et comment après la sieste? Oui, d'abord j'ai sommeil, je dors, après je sors. Bon, c'est génial. Et le Corse ne bouge pas. Et du coup, quand il se réveille de sa sieste, après un bon sommeil, pendant que les Gaulois cassent la gueule des Romains, il se réveille de sa sieste, il s'étire et il se demande si ces geôliers ont fait un bon choix. Il a un petit doute là-dessus. Il n'est pas plus content que ça. Les choses arrivent comme elles arrivent. Voilà. Et Jacques se conduit comme ça. Spinoza n'est en rien le partisan d'une telle conduite. Spinoza n'est pas celui qui considère que puisque tout est écrit, on fait ce qu'on fait. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se casser la tête, si vous voulez. On ne va rien changer à nos habitudes, puisque de toute façon, il est écrit que nous nous conduirons comme nous nous conduisons. C'est pas du tout la thèse de Spinoza. L'idée de Spinoza n'est pas de dire que tout est écrit. L'idée de Spinoza est de dire que tout est fait à une cause. Et que le monde n'est jamais qu'une série causale aveugle, en un sens. Une nécessité qui n'est pas ordonnée par un but. Et croire que cette nécessité a un but, c'est se prendre pour le centre du monde. Donc ça, c'est la grande thèse de Spinoza. Mais il n'y a rien là-dedans qui décourage d'agir. Rien. Au contraire. C'est ceux qui considèrent, justement,
que tout est écrit à l'avance, c'est ceux dont on parlait la semaine dernière, du fatum mahometanum, ceux qui considèrent que s'il y a la peste ici, c'est que Dieu l'a voulu et il ne sert à rien de quitter cette région, et si j'attrape la peste, c'est que Dieu l'aura voulu. Si vous voulez, c'est les partisans du futur antérieur qui ne font rien. Spinoza n'est pas du tout de cette école-là. Spinoza est un partisan du présent. Il n'y a aucune raison, quand on lit l'éthique, un peu sérieusement, même comme ça, il n'y a aucune raison pour rester dans un endroit où l'on risque de se nuire chez Spinoza. Au contraire, Spinoza reste perplexe face à tous ces individus qui développent des sophismes hallucinants pour justifier le fait de ne rien faire pour se sortir de la mouise où ils se trouvent. Donc, vous voyez, les rapports de Diderot et de Spinoza sont complexes. J'ai jamais su véritablement quelle était la part de la connaissance de Spinoza chez Diderot, mais il me semble que Diderot n'est jamais tellement spinoziste, n'est jamais si spinoziste que quand il ignore qu'il l'est. Et il faudrait pour cela se plonger dans toute son œuvre. Alors, vous parliez du caractère de Jacques, assez surprenant, tantôt généreux, tantôt courageux. Par contre, au début, c'est pas du tout par courage qu'il décide de s'enrôler dans l'armée. Hein. C'est totalement par dépit, je m'enrôle. Non, c'est vrai. Ça nous rappelle, là encore, Candide qui, alcoolisé, finit par s'enrôler du côté des barbares. Vous avez absolument raison. C'est les Bulgares. Ah oui, j'ai dit... Vous avez dit les barbares. Non, mais écoutez, Mauvais vous n'avez pas tort, puisque les Bulgares, selon les règles du droit public, massacrent, éventrent un village à Bar. Les deux scènes se ressemblent. Candide, il est enrôlé par hasard. Jacques, il s'enrôle de dépit. C'est parce que son père lui en veut de ne pas avoir mené ses chevaux à l'abreuvoir, et donc lui a frotté les épaules, et de dépit, il s'est enrôlé. Un petit point quand même là-dessus. De la même manière qu'au début de Candide, on a vu à quel point des grands effets avaient de petites causes. C'est vraiment l'effet papillon. La ténuité des causes est une façon de renverser le principe leibnizien de raison suffisante, chez Voltaire. Ici... Petite cause, on a grands effets. Oui, petite cause, grands effets, oui. Ici, un homme qui oublie de mener ses chevaux à l'abreuvoir se fait frotter les épaules par son père. De dépit, il s'enrôle, il prend une balle au genou, etc., 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 et la vie s'enchaîne. Bien, série des causes et des effets. À la fois, il y a une série de causes et d'effets. Personne ne le conteste. Et dans le même temps, cette série est parfaitement compatible avec l'idée du hasard. Ça, c'est génial. On en a déjà parlé, c'est très important de le rappeler. Nécessité n'est pas le contraire du hasard. Le contraire du hasard, c'est la providence. L'idée que les choses sont nécessairement ce qu'elles sont n'est pas le contraire du hasard. On peut tout à fait interpréter en termes de hasard ce qui n'a pas pu ne pas être dans la mesure où ça a eu lieu. On peut parfaitement le considérer comme un hasard. C'est même une façon intéressante de poser nos yeux dessus. C'est en cela d'ailleurs que les penseurs de la nécessité sont parfaitement compatibles avec les penseurs de la contingence. Spinoza et Sartre fonctionnent parfaitement ensemble parce que nécessité n'est que l'autre nom que nous donnons au hasard invraisemblable de nos vies. Et puisque vous citez Candide en miroir de ce début génial de Jacques le Fataliste, la dernière fois dans Candide, je vous avais dit que ça me rappelait la façon dont Bardamu se faisait enrôler au début du voyage au bout de la nuit. Et ben on va l'entendre cette fois-ci. Écoutez. Ne voilà-t-il pas que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi, que je crie à Arthur, et me voici parti à m'engager, et au pas de course encore. « T'es rien con, Ferdinand !» qu'il me crie, lui et Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi, mais ça m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, Navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée. Et puis encore de moins en moins. Et puis plus du tout d'encouragement. Plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était faits comme des rats.
Ça s'est fait exactement ainsi qu'il dit Ferdinand, pour pasticher. Qu'il dit, hein, ça s'est fait ainsi. Ce qui est formidable, c'est le décalage entre la ténuité, encore une fois, de la cause. Il s'enrôle parce qu'il discute avec un copain et qu'ils sont pas d'accord. Et il veut lui donner tort, tiens. Donc c'est un truc de fier à bras, quoi. Il fait le malin. Il veut lui donner tort. Navet. Puis il s'enrôle. Et puis à mesure qu'il s'enrôle, alors au début c'est sympa, il y a des gens qui les applaudissent et tout, donc il est content. Et puis après, il y en a de moins en moins, puis les gens ils rentrent chez eux, et puis maintenant ça commence. C'est-à-dire que c'est fini. C'est fini quand ça commence. Ou plus exactement, quand ça commence, c'est fini. Et on est fait comme des rats. On est fait comme des rats. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que la nécessité se replie. Si vous voulez, le hasard, à mesure qu'il se déploie, ou ce qui ressemblait au hasard, prend ultimement la gueule de la nécessité la plus irrépressible, la plus violente, la plus terrible. Et là, on est aussi, d'une certaine manière... Alors, Voyage au bout de la nuit est différemment drôle de Jacques le Fataliste, mais c'est aussi extrêmement drôle. C'est drôle et on rit jaune tout le temps. C'est même pas un rire jaune, c'est un rire à dents jaunes, si vous voulez. Tellement on imagine que les dents de Bardamu sont jaunies par l'amertume. Mais le décalage entre le hasard qui lui vaut de s'enrôler et la nécessité que revêt assez vite ce qu'il prenait au début pour un hasard et pour un jeu, nous situe au cœur des problématiques qui sont celles de Diderot. Bon, alors, Raphaël, c'est très bien le Voyage au bout de la nuit, mais nous parlions de Diderot et nous parlions de Jacques le Fataliste plus précisément, et encore mieux du discours, du dialogue plutôt entre le narrateur et le lecteur. Mais pour Dieu, lecteur, me dites-vous, où allait-il ? Mais pour Dieu, lecteur, vous répondrai-je, est-ce qu'on sait où l'on va ? Et vous, où allez-vous ? Faut-il que je vous rappelle l'aventure d'Ésope ? Son maître Xantippe lui dit, un soir d'été ou d'hiver, car les Grecs se baignaient dans toutes les saisons, « Ésope, va au bain. S'il y a peu de monde, nous nous baignerons. » Ésope part. Chemin faisant, il rencontre la patrouille d'Athènes. « Où vas-tu » ?« Où je vais, répond Ésope, je n'en sais rien. »« Tu n'en sais rien ? Marche en prison. »« Eh bien, reprit Ésope, ne l'avais-je pas bien dit que je ne savais où j'allais ? Je voulais aller au bain, et voilà que je vais en prison. » Jacques suivait son maître comme vous le vôtre, son maître suivait le sien comme Jacques le suivait. Mais qui était le maître de Jacques ? Bon, est-ce qu'on manque de maîtres dans ce monde ? Le maître de Jacques en avait 100 pour 1, comme vous. Mais parmi tant de maîtres du maître de Jacques, il fallait qu'il n'y eût pas un bon, car d'un jour à l'autre il en changeait. Il était homme. Homme passionné comme vous, lecteur, homme curieux comme vous, lecteur, homme questionneur comme vous, lecteur, homme importun comme vous, lecteur. Et pourquoi questionnait-il ? Belle question. Bon alors là, c'est même pas qu'il nous fait un pied de nez, on l'agace carrément, le narrateur. Oui, c'est très drôle. C'est pas le narrateur, hein, c'est l'auteur. C'est vraiment... Non, c'est pas... Je crois que c'est l'auteur. C'est l'auteur du livre. Bon, c'est l'auteur du livre. En fait, on est dans un... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je crois que c'est important de considérer ici que c'est l'auteur, justement. Parce que, vous comprenez, de la même façon que la dame à l'auberge, elle est constamment ennuyée par les clients et privée de raconter son histoire, qui est l'histoire de Madame de la Pommeraye. On finira pas cette émission sans avoir évoqué l'histoire de Madame de la Pommeraye, je vous préviens tout de suite. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais ça, je le prédis. J'essaierai en tout cas d'y venir. De la même manière que l'aubergiste est constamment interrompu, l'auteur du livre fait comme s'il était constamment interrompu par son lecteur qui ne se satisfait pas de la façon dont on lui raconte l'histoire. Et ça l'énerve. Et il s'énerve tout seul. Mais, alors, évidemment, il s'énerve dans des termes qui ne sont pas innocents. Rien n'est innocent. Rien n'est laissé au hasard dans ce livre qui théorise le hasard. Mais, pour Dieu, lecteur. Alors évidemment, l'expression est banale, mais enfin bon, c'est banal et c'est pas banal de dire pour Dieu, lecteur. Hein ? Bon, lecteur, vous êtes en position divine. Et pour Dieu, auteur, c'est la même chose. L'auteur, c'est le lecteur et l'auteur. Mais en l'occurrence, c'est plutôt l'auteur, justement. Pour Dieu, lecteur, moi qui suis Dieu, lecteur,
Où allait-il? Et je vous répondrai, est-ce qu'on sait où on va, hein? Et vous, où allez-vous? Faut-il que je vous rappelle l'aventure d'Ésope? Le récit d'Ésope est intéressant. Le capitaine lui demande où il va. Enfin, le soldat, le militaire, le policier, le flic lui demande où il va. Ésope a l'intention d'aller au bain. Mais comme Ésope est précis, il répond précisément aux questions. Le militaire ne lui a pas demandé où il avait l'intention d'aller. Il lui demande où il va. Or ça, il n'en sait rien. Il est comme vous et moi. Il ne le sait pas. On sait où on veut aller, peut-être parfois, hein, pas toujours, mais on ne sait pas où on va. Donc Ésope répond à la question qu'on lui pose. J'en sais rien. Ah, bah tu n'en sais rien, tu fais le malin, dit-il, alors qu'il ne fait pas le malin, il ne fait que dire la vérité. Mais évidemment, aux yeux des hommes qui prennent leur désir pour des réalités, dire la vérité, c'est faire le malin. Ah, t'en sais rien? Eh bien, marche en prison. Et voilà, je vous avais dit que j'en savais rien. Hein, j'avais l'intention d'aller au bain, et me voilà en prison. Ce qui est une façon à la fois de montrer comment le clinamen, au fond, hein, puisque c'est ça, le clinamen, c'est le principe cher à Lucrèce d'un hasard qui vient s'introduire dans la matière pour distiller un peu de liberté. Vous savez, pour Lucrèce, la matière est née de la rencontre aléatoire des particules, et cette rencontre n'est rendue aléatoire que par le fait que les particules, on le verra quand on parlera de Lucrèce, sont un peu comme des spermatozoïdes, fendillés par une sorte de clinamen qui dévie leur trajectoire de manière qu'elles puissent se rencontrer. Et en termes éthiques, ça donne le fait que les individus se rencontrent par hasard avant de se séparer sans qu'il y ait là plus de drame. Et on en fait des caisses, alors qu'en réalité, il n'y a rien d'autre à dire que c'est comme ça. Donc il y a ici l'introduction d'un clinamen dans la nécessité matérielle des choses. Le clinamen, c'est le militaire qui vient et qui lui demande où il va, et par cette seule question introduit un principe d'incertitude à l'intérieur même de la matière, qui est la condition paradoxale d'une liberté, au sein même d'un monde matériel. Donc ça, c'est le premier point. C'est une question extraordinairement difficile, la question du clinamen. Le livre 2 de la nature des choses de Lucrèce pose là des problèmes abyssaux, puisque pour Lucrèce, c'est la condition de la liberté. Mais si c'est la condition de la liberté, c'est donc il y a du hasard objectif dans ce monde de matière. Donc on peut se demander avec le clinamen si on joue pas sur les deux tableaux, pour le coup. Mais laissons cela. Ce qui est intéressant ici, c'est que il y a un décalage total entre l'intention et la réalité. Le monde n'est pas conforme à l'intention qu'on a déposée sur lui. Et à ce décalage s'ajoute le fait que, ou plus exactement ce décalage met en abîme le fait que l'intention de l'auteur est constamment contrariée par la réalité d'un lecteur qui veut qu'on lui raconte autre chose. Vous avez un passage comme ça, pour une fois, permettez-moi de citer Proust, Paola, vous avez un passage comme ça dans la recherche du temps perdu, dans Sodome et Gomorrhe. Le narrateur est là et il est à une fête, une soirée chez la princesse de Guermantes. Et tout à coup, il voit une femme et il se dit, mais comment elle s'appelle? Son nom lui brûle la langue. En fait, c'est Madame d'Arpajon, dont il dira ensuite que son nom, c'est évident d'ailleurs quand on y pense, lui rappelle un papillon jaune, Arpajon. Et il la voit et le nom lui vient pas. Il est là, le nom arrive et il ne sort pas. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire d'ailleurs, hein, dans la recherche, arrive le lecteur. Dans la recherche. Et ça donne ça. Mais puisque vous vous êtes si longtemps arrêté, laissez-moi, monsieur l'auteur, vous faire perdre une minute de plus pour vous dire qu'il est fâcheux que, jeune comme vous l'étiez, ou comme était votre héros s'il n'est pas vous, vous eussiez déjà si peu de mémoire que de ne pouvoir vous rappeler le nom d'une dame que vous connaissiez fort bien. C'est très fâcheux, en effet, monsieur le lecteur, et plus triste que vous croyez quand on y sent l'annonce du temps où les noms et les mots disparaîtront de la zone claire de la pensée et où il faudra pour jamais renoncer à se nommer à soi-même ce qu'on a le mieux connu. C'est fâcheux, en effet, qu'il faille ce labeur dès la jeunesse pour retrouver des noms qu'on connaît bien. Mais si cette infirmité ne se produisait que pour des noms à peine connus, très naturellement oubliés, et dont on ne voulut pas prendre la fatigue de se souvenir, cette infirmité-là ne serait pas sans avantage. Et lesquels, je vous prie? Monsieur, c'est que le mal seul fait remarquer et apprendre et permet de décomposer les mécanismes que sans cela on ne connaîtrait pas. Un homme qui chaque soir tombe comme une masse dans son lit et ne vit plus jusqu'au moment de s'éveiller et de se lever, cet homme-là songera-t-il jamais à faire, sinon de grandes découvertes, au moins de petites remarques sur le sommeil? À peine sait-il s'il dort. Un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil, projeter quelques lumières dans la nuit. Une mémoire sans défaillance n'est pas un très puissant excitateur à étudier les phénomènes de mémoire. Enfin, Madame d'Arpajon vous présenta-t-elle au prince? Non, mais taisez-vous
et laissez-moi reprendre mon récit. Je me souviens que vous parliez au tout début d'anti-roman pour Jacques le Fataliste, mais en fait, c'est le propre des meilleurs romans d'inclure comme ça des moments de respiration, de dialogue avec le lecteur. Vous avez raison de parler de respiration. Jacques le Fataliste est un des meilleurs romans qui soit. C'est un roman qui se moque du roman. La vraie philosophie se moque de la philosophie, la vraie littérature et la bonne littérature se moquent de la littérature. C'est ce que fait Proust dans le passage qu'on a entendu. C'est ce que fait Diderot dans tout Jacques le Fataliste à peu près. Et le parallèle entre les deux... Tiens, vous disiez tout à l'heure, on va faire un parallèle et puis après on va revenir au texte. Et je vous disais, mais non, faire un parallèle, c'est s'intéresser au texte. La preuve. Qu'est-ce que permet de comprendre le parallèle entre Proust et Diderot ici? C'est-à-dire entre ces deux modalités d'irruption du lecteur dans la narration. Entre l'irruption constante, agaçante du lecteur dans la narration de Jacques le Fataliste, la narration désarticulée de Jacques le Fataliste, et l'irruption extrêmement ponctuelle, drôlatique, bizarroïde du lecteur dans la narration de la recherche. Ça permet de comprendre, comme le dit le narrateur de la recherche, qu'un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil, qu'un peu d'oubli n'est pas inutile pour retrouver toute la saveur d'une mémoire involontaire. C'est la même chose ici. Dans Jacques le Fataliste, le lecteur, c'est la respiration. Diastole, systole, au fond. C'est l'oxygène c'est l'oxygène de l'auteur. En fait, le lecteur et l'auteur, c'est la même personne, comme toujours chez Diderot. C'est l'oxygène, c'est un type qui s'interroge lui-même en permanence, qui donne le sentiment de tourner sur lui-même, mais qui en réalité respire de cette manière-là. C'est le clinamen. C'est vraiment le clinamen. Le dieu de Diderot, si j'ose dire, drôle de phrase. Le dieu de Diderot, si Dieu il y a, est un dieu mutin. C'est un dieu joueur. C'est un dieu qui se joue du lecteur, de l'auteur, et qui met en scène la façon dont l'auteur se joue du lecteur. Le monde est un dieu qui joue. La folie d'un livre comme Jacques le Fataliste, qui raconte le contraire de ce qu'il dit, qui raconte la contingence, déstructure le récit, tout en disant la nécessité. La folie de ce livre vient du fait que le lecteur veut une voie, un chemin, et à cette demande, Diderot répond en offrant un chemin qui surgit et bifurque à chaque pas, ou plus exactement, qui bifurque et donc surgit. À un moment, il dit « Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène. » Et le destin, pour Jacques, était tout ce qui le touchait ou l'approchait. Son cheval, son maître, un moine, un chien, une femme, un mulet, une corneille. C'est comme Aurélien dans le roman d'Aragon. Vous savez, Aurélien qui s'ennuie beaucoup, il n'a pas grand-chose à faire, etc. Il se donne pour but parfois de suivre les femmes qu'il croise. Il en voit une, il la suit et hop, il en voit une autre, il la suit parce qu'il trouve qu'elle a une plus jolie silhouette. Et c'est le seul critère en vertu duquel il oriente son existence. Et vous voyez vraiment, c'est très fort ça, parce que c'est le point commun entre Jacques le Fataliste et Candide. Ce sont deux livres qui racontent le contraire de ce qu'ils disent. Jacques dit la providence et décrit le hasard. Candide raconte l'optimisme et décrit l'horreur du monde. Ce sont des stratégies du dépit, des stratégies du contre-pied, des stratégies littéraires de la déconstruction d'un propos, faute de pouvoir l'invalider. Là, on est vraiment au cœur d'un dispositif. Ce sont des machines de guerre, ces livres. Ce sont des machines de guerre, c'est-à-dire, ils sont en guerre. Diderot est en guerre, Voltaire est en guerre. Ils sont en guerre contre quoi? Contre la connerie. Ils sont en guerre contre la connerie. C'est-à-dire, 1, le sentiment de savoir, 2, la confusion du monde et de soi. Et ils sont en guerre. Et ce faisant, les armes dont ils disposent sont d'une inventivité prodigieuse. Voltaire, par la grâce d'un conte oriental, qui traverse le monde, puisque Candide est un globe-trotteur, c'est le tour du monde en 80 pages, et Jacques le Fataliste, par la grâce presque supérieure d'un discours qui ne cesse d'être contredit par les événements qu'il essaie ensuite de rattraper, de digérer. Alors, on va bifurquer à notre tour vers une autre histoire. Et parce qu'il n'y a pas que Jacques qui raconte des histoires, en fait, dans Jacques le Fataliste. Il y a le maître aussi. C'est vrai, vous avez raison. Il raconte l'histoire de la mort de Socrate. Jacques, savez-vous l'histoire de la mort de Socrate? Jacques, non. Le maître, c'était un sage d'Athènes. Il y a longtemps que le rôle de sage est dangereux parmi les fous. Ses concitoyens le condamnèrent à boire la ciguë. Eh bien, Socrate fit comme vous venez de faire. Il en usa avec le bourreau qui lui présenta la ciguë aussi poliment que vous. Jacques,
Vous êtes une espèce de philosophe, convenez-en. Je sais bien que c'est une race d'hommes odieuse aux grands, devant lesquels ils ne fléchissent pas le genou, aux magistrats, protecteurs par État des préjugés qu'ils poursuivent, aux prêtres qui les voient rarement au pied de leurs autels, aux poètes, gens sans principe et qui regardent sottement la philosophie comme la cognée des beaux-arts, sans compter que ceux même d'entre eux qui se sont exercés dans le genre odieux de la satire n'ont été que des flatteurs. Au peuple, de tout temps les esclaves des tyrans qui les oppriment, des fripons qui les trompent et des bouffons qui les amusent. Ainsi, je connais, comme vous voyez, tout le péril de votre profession et toute l'importance de l'aveu que je vous demande. Mais je n'abuserai pas de votre secret. Jacques, mon ami, vous êtes un philosophe. J'en suis fâché pour vous. Et s'il est permis de lire dans les choses présentes celles qui doivent arriver un jour, et si ce qui est écrit là-haut se manifeste quelquefois aux hommes longtemps avant l'événement, je présume que votre mort sera philosophique et que vous recevrez le lacet d'aussi bonne grâce que Socrate reçut la coupe de la ciguë. Depuis la condamnation de Socrate, nous ne manquions pas un seul jour d'aller le voir, comme la place publique où le jugement avait été rendu était auprès de la prison. Nous nous y rassemblions le matin et là nous attendions en nous entretenant ensemble que la prison fût ouverte et elle ne l'était jamais de bonheur. Quand je disais que Jacques n'était pas philosophe, j'avais peut-être pas les bons arguments, mais par contre, il y a un point sur lequel il n'est pas socratique, c'est sur son dialogue avec le maître. C'est absolument pas un dialogue philosophique, platonicien. C'est pas un dialogue platonicien, c'est un dialogue philosophique, mais c'est pas un dialogue platonicien. C'est-à-dire qu'il y a pas de maïotique. Il s'agit pas de progresser ensemble, de cheminer vers un objet commun qu'il s'agirait de construire. C'est un anti-dialogue platonicien. Comme dans le Neveu de Rameau. C'est une mécanique folle. C'est une mécanique non dialectique, si vous voulez. Donc il n'y a pas de, ça n'est pas, on peut pas parler d'un dialogue platonicien. C'est un dialogue anti-platonicien, clairement anti-platonicien. Mais il y a dialogue quand même. C'est ça que je veux dire, c'est que il y a dialogue quand même. C'est pas parce qu'on n'est pas chez Platon, si vous voulez, qu'il n'y a pas de dialogue. Ce que Platon propose, c'est une forme de dialogue que Diderot subvertit ici avec génie. Mais son génie vient du fait justement qu'il subvertit la forme du dialogue sans subvertir la possibilité d'une discussion. Faire de Jacques un philosophe, ça serait pas un petit peu abusif ? Parce que c'est quand même un personnage assez confus, qui apporte peu de lumière sur tous les thèmes qu'il aborde. Ça, je n'ai pas fini. Oui, pardon, allez-y. Et qui dépend beaucoup des présages, il se balade partout avec sa gourde qui est son espèce de pitié, comme il dit. Enfin, c'est pas parce qu'il est confus qu'il n'est pas philosophe. Paola, excusez-moi, il y a bien des philosophes qui sont confus. Et que leur confusion, d'ailleurs, n'empêche pas d'être philosophe, ni d'exercer un magistère sur les consciences limpides auxquelles ils s'adressent et qu'ils persuadent de leur ignorance. Enfin, je veux dire... Certes, mais ce n'est pas ce que fait Jacques. Non. Il ne persuade personne. Non, il ne persuade personne. Il répète juste les propos de son capitaine. C'est vrai, il répète les propos. Ça non plus, c'est pas ce qui ne fait pas de lui un philosophe, parce que répéter les paroles de quelqu'un, c'est pas parce qu'on répète les paroles de quelqu'un qu'elles ne sont pas les siennes. Encore une fois, c'est le paradoxe de Montaigne. Hein. Alors qu'est-ce qu'il ne fait pas de Jacques un philosophe, justement ? C'est que c'est le tenant d'un dogme. Et en cela, s'il est philosophe, il est fabricant de systèmes. Je suis trop nietzschéen, si vous voulez, pour considérer qu'un fabricant de systèmes est pleinement philosophe. Au sens où l'esprit de système, comme dit Nietzsche, est un manque de probité. Vous voyez, moi-même, je cite Nietzsche. Bon. Et puis, Jacques ne professe pas. Hein. Jacques ne professe pas. En tout cas, il n'est pas professeur de philosophie, si vous voulez. Jacques ne professe pas. Mais le parallèle avec Socrate est intéressant. Le parallèle entre Jacques et Socrate. Parce que, au fond, que dit le maître ? D'abord, il raconte la mort de Socrate, ce qui est toujours agréable. Socrate est mort sans ciller. Socrate est mort digne, magnifique, impeccable. Il est mort sans se plaindre. Bon, tout en se disant qu'il courait un beau risque, c'est-à-dire sans être tout à fait sûr de l'immortalité de son âme. Bon. Or, ce comportement-là, cette mort stoïque, cette mort romaine,
on la trouve, a priori, se dit le maître, elle est compatible avec le discours fataliste qui est celui de Jacques. Si tout est écrit, à l'heure de mourir, il est écrit qu'il mourra. Pourquoi cet homme ne serait pas serein à l'instant de mourir? Et on peut considérer en un sens que le fatalisme, si ça doit servir à une chose dans la vie, c'est peut-être pas à mieux vivre, c'est peut-être à mieux mourir. En tout cas, c'est à considérer que on meurt à l'heure où il faut que nous mourions. Mais il y a derrière ce parallèle entre Jacques et le philosophe, il y a au fond l'idée que Jacques, comme je vous ai dit tout à l'heure, Jacques le fataliste raconte le contraire de ce qu'il dit. Et que donc, au fond, Diderot se prend lui-même en défaut, ou prend un discours en défaut, comme Voltaire prenait le discours de Pangloss en défaut, dans Candide, en racontant autre chose que la théorie qui vient étayer tout ça. Bon, est-ce qu'on a le droit de reprocher à un philosophe, au fond, de ne pas vivre conformément à ses principes ? Le compliment que fait le maître à Jacques, c'est que si Jacques est conforme à ses principes, ce que Jacques n'est pas, la plupart du temps, si Jacques est conforme à ses principes, il va mourir serein. Puisque s'il est fataliste, il meurt serein. Donc la conformité à ses principes implique de mourir serein. Mais la conformité aux principes, la conformité à ses principes, c'est une reconduction de l'idée qu'il y a un corps et un esprit, et que les deux doivent s'entendre. Or, c'est pas la théorie de Diderot. Et ça, c'est paradoxal quand même chez Diderot. Il y a chez Diderot l'idée qu'il reproche aux individus, la stratégie qu'il choisit, c'est de construire un discours qui oppose une réalité au discours, justement lui-même. Donc de construire un récit à l'intérieur duquel la réalité s'oppose au discours. Comme les turpitudes, par exemple, d'un philosophe s'opposeraient à la sérénité du discours qu'il professe, comme le maître de philosophie dans le bourgeois gentilhomme, si vous voulez, qui est encore plus vindicatif que les autres, alors qu'il est maître de philosophie et qu'au début on croit qu'il est calme. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve que les stratégies adoptées par Voltaire et Diderot sont faibles, parfois. Elles ont la faiblesse de leur force. Leur force, c'est quoi? C'est qu'elles opposent le réel à la théorie. La faiblesse, c'est d'abord qu'elles sont impuissantes sur le discours, et que surtout, en mimant la contrariété, l'écart entre l'action et la réflexion, elles mettent en scène la faiblesse des systèmes qui ont réponse à tout, mais aussi l'impuissance de toute déconstruction interne du dogme. Ça, c'est le premier point. Mais elles sont faibles également parce qu'elles culminent dans le sentiment qu'un homme est comptable de ce qu'il pense. Or ça, c'est un idéalisme reconduit. Peu importe qu'un philosophe ne se conduise pas comme il professe. L'essentiel, c'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il dit, pas ce qu'il fait. De quel droit demanderait-on à l'individu philosophe des comptes sur les théories qui lui échappent et qui vont plus loin que lui? Ça m'a toujours semblé un faux procès. Je veux dire, peu m'importe, moi, que ce soit la mauvaise foi qui soit à l'origine d'une pensée, par exemple. Peu m'importe que la vie privée d'une idée, je m'en fous. C'est pas mon problème. Ce qui compte, c'est l'idée, justement. Seul compte ce que nous faisons de l'idée. On n'a pas de compte à demander aux philosophes. Et demander à un philosophe de vivre conformément aux principes qui sont les siens, c'est faire comme si la philosophie n'était là que pour mieux vivre la vie, si vous voulez, ou améliorer la vie. Non. La philosophie n'a pas l'individu comme Graal, ou le petit individu empirique qui lui donne le jour comme objet, et la petite vie comme matière à améliorer. Il y a mieux à faire. Il y a beaucoup plus intéressant que la vie d'un individu. Je me fiche de savoir si Socrate était un sale type. C'est pas mon problème. Ou si Kant était un puceau, ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment il y a quelque chose de l'ordre d'un faux procès là-dedans. Et il me semble qu'il y a, si vous voulez, dans cette contradiction entre le discours de Jacques et son caractère, le fait qu'il soit fataliste et impétueux, ou fataliste et courageux, une sorte de contradiction qui, au fond, en un sens, n'en est pas. Moi, je comprends parfaitement qu'on puisse professer le fatalisme et regarder à gauche et à droite quand on traverse la rue, si vous voulez. On peut être fataliste et prudent. Il n'y a pas de contradiction là-dedans parce que le régime de la petite existence de l'individu qui donne le jour à la grande existence de l'idée dont il parle, c'est presque par idéalisme que je le dis, au fond. Ces deux régimes-là ne sont pas commensurables. Mais si l'idée ne trouve même pas d'application dans la vie, à quoi bon? Il n'est pas dit qu'elle ne trouve pas d'application dans la vie. Il appartient à chacun de faire son miel des idées qu'on leur propose. Mais si celui qui l'enfante ne la considère même pas comme... ne l'applique pas.
Il peut l'enfanter comme un paravent. Moi, je connais plein de kantiens, par exemple, qui professent le désintéressement, qui sont des ambitieux sans scrupules. Je connais des hédonistes libertaires qui sont misogynes, épouvantables et antipathiques, alors qu'ils ont la théorie la plus sympathique qui soit. Mais c'est pas grave. Ce qu'ils professent, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils apprennent aux autres, il appartient aux autres d'en faire leur miel, éventuellement. Une philosophie, une idée. Faire de la philosophie, ça n'est pas être le propriétaire de ses idées, le tenancier, le gérant ou le comptable de ses idées. Une idée vous échappe. Céline, le voyage au bout de la nuit. Il y a des passages dans le voyage au bout de la nuit qui sont un remède, un antidote à l'antisémitisme. Est-ce qu'on va faire à Céline le procès de l'antisémitisme qui est le sien à l'instant où il écrit un chef-d'œuvre qu'on peut utiliser contre lui ? Sartre, l'auteur de La nausée, l'auteur de L'être et le néant, est un antidote au Sartre de la critique de la raison dialectique ou au compagnon de route. Va-t-on faire à Sartre le procès de L'être et le néant, si vous voulez ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais qu'on soit en désaccord là-dessus. Et les voilà embarqués dans une querelle interminable sur les femmes. L'un prétendant qu'elles étaient bonnes, l'autre méchantes. Et ils avaient tous deux raison. L'un sotte, l'autre pleine d'esprit. Et ils avaient tous deux raison. L'un fausse, l'autre vrai, et ils avaient tous deux raison. L'un avare, l'autre libéral, et ils avaient tous deux raison. L'un belle, l'autre laide, et ils avaient tous deux raison. L'un bavarde, l'autre discrète. L'un franche, l'autre dissimulée. L'un ignorante, l'autre éclairée. L'un sage, l'autre libertine. L'un folle, l'autre sensée. L'un grande, l'autre petite, et ils avaient tous deux raison. En suivant cette dispute, sur laquelle ils auraient pu faire le tour du globe sans déparler d'un moment et sans s'accorder, ils furent accueillis par un orage qui les contraignit de s'acheminer. Où, lecteur, vous êtes d'une curiosité bien incommode. Et que diable cela vous fait-il ? Quand je vous aurais dit que c'est à Pontoise, ou à Saint-Germain, à Notre-Dame de Lorette, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, en serez-vous plus avancé ? Si vous insistez, je vous dirais qu'ils s'acheminèrent vers... Oui, pourquoi pas, vers un château immense au frontispice duquel on lisait « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer et vous y serez encore quand vous en sortirez. » Entrèrent-ils dans ce château ? Non, car l'inscription était fausse, ou ils y étaient avant que d'y entrer. Mais du moins ils en sortirent ? Non, car l'inscription était fausse, ou ils y étaient encore quand ils en furent sortis. Et que firent-ils là ? Jacques disait ce qui était écrit là-haut, son maître ce qu'il voulut, et ils avaient tous deux raison. Quelle compagnie y trouvèrent-ils ? Mêlée. Qui disait-on ? Quelques vérités et beaucoup de mensonges. Y avait-il des gens d'esprit ? Ou n'y en avait-il pas ? Et de maudits questionneurs qu'on fuyait comme la peste. C'est délicieux, ça. Oh, c'est trop drôle. C'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Pourquoi vous avez voulu finir là-dessus ? Mais parce que, en fait, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans beaucoup des écrits de Diderot, à mon avis, c'est l'impossibilité, enfin, pas l'impossibilité, mais la volonté de ne pas du tout trancher toute question, de laisser justement ouvert. Il n'y a pas de recherche d'une vérité univoque. Oui, on respire. Voilà. Plus on réfléchit, plus on respire et puis, dans ce livre. Mais dites-moi. Et puis, on peut imaginer des commentateurs se prendre la tête très longtemps sur ces énigmes de château, alors qu'à mon avis, il n'y a pas de sens. Ah oui, je pense que les lecteurs kafkaïens de Diderot verront dans tout ça une parabole liminaire et ils verront l'amorce du château, du procès, du chassé, du proto, enfin tous les... Ou les bons lecteurs kafkaïens, ils verront simplement une blague. Ou les bons lecteurs kafkaïens, ils verront certainement, peut-être, une blague. Et nous aurons tous les deux raison. Parce que ce qui est fort, indépendamment du fait que c'est gai, que c'est joyeux, qu'on respire, que c'est marrant, qu'on se prend pas au sérieux, et qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, que se prendre au sérieux, c'est manquer de sérieux. Et que surtout, face à la légèreté, si vous voulez, la pesanteur ne fait pas le poids, et que ce livre en cela est véritablement formidable, merveilleux et délicieux de légèreté, comme une crème fouettée. Indépendamment de tout cela,
il y a aussi l'idée que... Il y a de l'idée, justement. Il y a de l'idée qui lui échappe. Vous voyez, c'est en cela qu'un philosophe n'est pas comptable des idées qui lui échappent ou des idées qu'il professe, parce qu'il y a du génie qui lui échappe, et ce génie ne doit pas être encadré dans l'intention de l'auteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à se demander quelles sont les intentions de Diderot. Puisque ce serait finalement se conduire comme le lecteur que l'auteur récuse en le traitant d'importun en permanence. Peu importe les intentions de Diderot, seul compte ce qui lui échappe. Qu'il l'ait voulu ou non d'ailleurs, on s'en fiche qu'il l'ait voulu. Et qu'est-ce qui lui échappe là ? Il lui échappe le fait que avoir raison ne suffit pas. Et c'est facile d'être deux à avoir raison dans une discussion, parce qu'on ne parle pas de la même chose. C'est comme deux goûts qui s'affrontent. J'adore Cézanne, vous aimez Léonard de Vinci, nous avons raison. Parce qu'on ne communique pas en fait. C'est les gens qui ne communiquent pas qui ont raison ensemble. C'est les gens qui s'assènent des arguments. Et en politique, quand des opinions se combattent, elles s'opposent des arguments en permanence. Mais ce n'est pas des arguments, elles s'opposent des opinions. C'est des opinions qui se prennent pour des arguments. Alors, les gens croient que c'est des arguments parce que c'est des raisonnements. Mais comme on ne parle pas de la même chose en définitive, ou comme ce sont des raisonnements qui, au fond, sont des raisonnements hémiplégiques, ce sont des raisonnements qui n'empruntent que la moitié du cerveau, ce sont des raisonnements qui fonctionnent dans un système, dans un dogme, ce sont des raisonnements hermétiques à un autre discours que le leur, c'est aussi facile d'avoir raison que d'être dans le faux. Et vous voyez, le texte de Jacques le Fataliste ici, le fait que on a raison quand on dit X, on a raison quand on dit Z. On a raison quand on dit blanc, on a raison quand on dit noir. On a raison quand on dit droite, on a raison quand on dit gauche. N'est pas une façon de renvoyer dos à dos toutes les opinions. Mais c'est une façon de dire que quand les gens discutent et s'engueulent, et se disputent au lieu de discuter justement, en vérité, ils ne font qu'asséner des opinions. Et à aucun moment des arguments. Or, comme ce sont des opinions qui se prennent pour des arguments et qui veulent méconnaître le fait que ce sont d'abord des opinions, comme ce sont des certitudes ou des convictions qui prennent la forme flatteuse d'un raisonnement, ça produit des débats sans fin et des dialogues de sourds. Or, le dialogue de sourds, le modèle du dialogue de sourds, c'est le moment où tout le monde a raison. Il y a vraiment deux façons de ne pas s'entendre. Une et de dire deux choses qui n'ont rien à voir et qu'on oppose indûment l'une à l'autre. L'autre est d'être d'accord sur tout. Vous savez, les gens qui s'engueulent sur tout s'entendent aussi peu que les gens qui sont d'accord sur tout. Parce que les gens qui sont d'accord sur tout ne se voient que pour être d'accord. Chercher celui qui n'est jamais d'accord avec vous, c'est comme chercher celui qui est toujours d'accord avec vous. Dans les deux cas, on est convaincu de ce qu'on pense. Et il faut vraiment ici, comme Guitry le faisait d'ailleurs, écrire convaincu en deux mots. C'est vrai, je l'ai rencontré, le garçon qui va enfin changer ma vie. Pourtant voilà, je ne sais pas aujourd'hui si j'ai raison ou si j'ai tant de quoi qu'il a fou de moi. Si j'ai raison ou si j'ai tant d'aller, oh oui, me jeter dans ses bras. Oh, 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 oh. Merci Paola, merci à tous. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de France Culture où vous attendent téléchargement et bibliographie, c'est sûr, c'est certain, et de cela au moins vous pouvez ne pas douter. On se retrouve aussi la semaine prochaine pour parler du divin marquis, le marquis de Sade, dans le Gai Savoir, où il a évidemment toute sa place. Philosophie du marquis de Sade, ce sera dimanche prochain. Qu'il ne le faudrait. Oh, 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 oh. Il m'a demandé si je voulais passer ma vie près de lui. J'ai hésité, pourtant j'avais très envie de crier. Oui, c'est vrai, il va m'emmener. Depuis que l'on s'est vu la première fois, mais moi j'attends, car je ne sais toujours pas si j'ai raison ou si j'ai tant de fruits d'être son amour. Si j'ai raison ou si j'ai tant de quoi que lui comme m'attendre toujours. Oh.
Dans l'intervalle, ne manquez pas les nouveaux chemins de la connaissance, dont le thème à l'heure où nous enregistrons cette émission nous est inconnu, mais qu'on vous recommande évidemment les yeux fermés, comme chaque semaine. Les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture, c'est tous les jours, tous les matins, de 10h à 11h. Moi je sais bien aujourd'hui que j'ai raison, oui j'ai raison de quoi qu'il a tout de moi. Et j'ai raison, oui j'ai raison d'aller très vite me jeter dans ses bras. Oh 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 oh, oh yeah yeah yeah, oh 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 oh, oh yeah yeah yeah. Allez, 17h sur France Culture, dans quelques instants, il a raison lui aussi, Frédéric Tadei.